Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Audrey, après 4 jours de cavale, l'homme qui est suspecté d'avoir tué son fils en fin de semaine à Shawinigan a finalement été retrouvé vivant par les policiers. Oui, il a été appréhendé hier après-midi, en fin d'après-midi, en fait, près du lac Veillette, toujours dans la municipalité de Lac-aux-Sables, où se concentraient les recherches depuis le début. Ce sont des informations du public qui ont permis de le retrouver. Lac Veillette, c'est environ 3 kilomètres de l'endroit où on avait retrouvé son véhicule, 2,7 kilomètres pour être plus précise. Les policiers, donc, qui ont dû utiliser la force pour pouvoir le maîtriser. Par la suite, on l'a arrêté, transporté dans un centre hospitalier. On dit que sa vie n'est pas en danger. On a expliqué hier qu'il respirait quand même, là, pour son état psychologique, évidemment, ce sera à évaluer. Mais là, il va recevoir les soins nécessaires à son état actuellement avant que les policiers puissent le rencontrer. On sait qu'il y a déjà beaucoup de problèmes de santé mentale, notamment la schizophrénie, et devrait être formellement accusé de meurtre prémédité de son fils quand son état va le permettre. La mère de la victime, évidemment, a accueilli cette nouvelle-là avec grand soulagement, comme ses amis hier aussi, là, qui ont parlé à notre collègue Kevin Crane Desmarais de TVA Nouvelles, qui était sur place. Donc, ça a été tout un branle-bas de combat avec des dizaines de policiers sur place, et c'est un soulagement aussi pour les gens du secteur qui barraient leurs portes depuis quelques temps, évidemment, parce qu'on demandait, les autorités demandaient aux gens de ne pas l'approcher si on le voyait. Mais c'est là où on comprend l'importance aussi de l'information du public dans des cas comme ça. Oui, alors c'est la fin d'une cavale pour lui, mais c'est pas la fin de la saga. Moi, je continue de croire qu'on l'a solidement échappé, qu'une personne souffrant de schizophrène comme ça, qui a cessé de prendre ses médicaments, qui avait toutes sortes de croyances complètement farfelues, c'est-à-dire surveillé par les francs-maçons, surveillé par l'Organisation mondiale de la santé, pensait qu'il y avait une puce dans la tête qui était à l'origine de tous ces malheurs. Et il y avait des antécédents, là. Tu sais, quand on remonte, là, 2014, il y a un jugement de la Cour supérieure qui avait inculpé l'homme en question de menaces de mort envers son ex-conjointe, envers son propre fils. Alors là, heureusement, là, la population est en sécurité, les policiers l'ont arrêté. Pas la fin de la saga pour autant. Maintenant, ce que j'ai hâte de voir, bien sûr qu'on va l'évaluer, est-ce qu'il va être apte à suivre, à subir son procès, c'est toutes des questions auxquelles on va devoir leur réponse, bien sûr, après une analyse psychologique. Ça a fait les manchettes hier, puis on suit ça depuis le début de l'été, là, la fameuse rage du raton laveur. Là, on a appris, Audrey, qu'il y avait un premier cas de rage du raton laveur, mais chez un chat errant. Donc, une transmission, là. Oui, effectivement, on en parle là, de la rage du raton laveur depuis un certain temps. C'était surtout concentré en Estrie et en Montérégie. Et là, oui, premier cas de la rage du raton laveur chez un chat errant qui a été confirmé au Québec. Ça a été rendu la semaine dernière, ce diagnostic-là, dans la petite municipalité de God-Manchester, en Montérégie. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dit que ça vient démontrer, ça vient confirmer ce qu'on savait déjà, que la maladie peut être transmise aux animaux domestiques. On est à près de 120 cas de rage du raton laveur confirmés au Québec, surtout, comme je le disais, en Montérégie et en Estrie. Et là, ce qu'on demande, c'est de s'assurer que les vaccins de nos animaux domestiques sont à jour. Je parlais avec une vétérinaire hier qui disait qu'on devrait envisager même d'obliger, comme c'est le cas dans d'autres provinces, les gens à faire vacciner leurs animaux de compagnie concernant la rage du raton laveur, parce que la rage du raton laveur, c'est une maladie mortelle et incurable dès l'apparition des symptômes. Il y a moyen de se protéger un peu de ça. Évidemment, on n'approche pas des animaux errants, on n'approche pas les animaux sauvages comme ça. Et si les ratons laveurs sont touchés, si les animaux errants peuvent être touchés, évidemment, il y a d'autres animaux sauvages qui peuvent l'être aussi. Donc, être vigilant, être prudent, c'est ce que me disait la vétérinaire hier en entrevue en soirée à LCN. Mais vraiment, c'est inquiétant aussi pour la transmission à l'humain. Ben moi, c'est rendu que je suis comme un peu nerveux quand j'en vois. Parce que bon, des ratons, on en voit en ville, mais vous savez, j'habite dans le bois, fait que j'en vois souvent des ratons. L'autre fois, j'en vois 3, tu sais, sur ma terrasse. La nuit, il était en train de relaxer, il se faisait un party piscine. Moi, un bain de minuit. C'est dans la thématique avec Justin aujourd'hui. C'est coquin dans les Laurentides. Mais non, mais c'est ça, puis là, tu regardes ça, mais toi, il avait pas l'air ben agressif, là. Il était assez relax, il était en groupe. J'étais comme, bon, probablement que les autres, ils sont corrects, mais non, c'est quand même assez préoccupant. Autre chose qui est préoccupante, puis c'est dans le journal ce matin, là, on suit le nombre de décès là, dans les vacances de la construction.
Et là, il y a comme, quand on relit tous les cas, il y a un point commun qui revient souvent, et c'est la vitesse. Ouais. La vitesse qui, depuis 10 ans, est la cause de décès numéro 1 sur les routes québécoises pendant l'été. Et bon, ben évidemment, les vacances de la construction font pas exception. Déjà, 9 personnes ont perdu la vie pour cause de vitesse en 11 jours, notamment des parents et leurs fils de 7 ans qui sont décédés dans les Laurentides après un dépassement dangereux le 18 juillet. Dans la même journée, ce sont deux autres personnes qui ont perdu la vie, une personne blessée pendant un accident qui implique 4 véhicules sur la route 138 près de Tadoussac. Et ça, c'est sans compter tous les automobilistes qui roulent en fou. Pensons à ces jeunes de 21 ans qui se sont fait épingler à plus de 208 km/h à Laval en près d'une semaine. Donc, vraiment, là, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a une sorte d'insouciance peut-être qui vient s'installer avec le beau temps. Et en plus de ça, ben l'été, évidemment, il y a plus de véhicules sur les routes. Et là, ça devient compliqué aussi le partage des routes avec les cyclistes, les gens qui tirent des roulottes, des bateaux. Donc, tout ça devient plus dangereux. Et les gens qui veulent profiter au maximum de leurs vacances, donc roulent plus vite. Faut être très prudent, là, cause de décès numéro 1 sur les routes pendant l'été. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que tu viens de dire. La famille décimée à Lantier dans les Laurentides. Victime d'un dépassement dangereux de la part de qui? De la part d'une jeune conductrice. 2 autres cas. 20 juillet, 208 km/h à Laval, sur la 15. Jeune conducteur. 28 juillet, 210 km/h à Laval, sur la 15. Jeune conducteur. Désolé, mais on n'est pas assez sévère. On va réfléchir là-dessus, là, quand même, aujourd'hui, ensemble, la gang, là. Mais moi, je considère que les jeunes conducteurs doivent avoir un meilleur encadrement au Québec. Encore hier, là. J'étais sur la route, là, j'en vois un avec sa tondeuse, là, quasiment, là. Peut-être que des fois, c'est un peu modifié, là, tu sais. On les voit tout aller, là, ceux-là, là, tu sais, Puis là, ça se prend, là, pour Lewis Hamilton. J'en ai aucune espèce d'idée, là. De un, à être les parents de ces jeunes-là. Puis que mon enfant se comporterait en innocent comme ça, je viendrais, viens ici, donne-moi tes clés, c'est fini. T'es pas assez responsable. Puis après ça, là, 210 km/h sur la 15, là. Parce que là, bon, ça vient avec des points d'inaptitude, des amendes, puis ça suspend le permis pendant un court laps de temps. Mène-les ici de ton permis. C'est un permis de conduire, c'est un privilège au Québec, c'est pas un droit. C'est pas un droit. C'est un permis. C'est pas un acquis, là. Mais si t'es trop sans dessin pour avoir un permis de conduire, faut que tu vieillisses un petit peu avant d'en avoir un, puis parce qu'on n'est pas tous pareils non plus, là, le degré de maturité, ça varie, hein, d'une personne à l'autre. On a cru remarquer ça dans la société. Alors moi, tu le perds, ton droit. 210 km/h. Excuse-moi, là, la 15, je la fais à tous les jours, là. Hey, t'es pas sur l'autobahn, là. T'es sur une route du Québec à 210 km/h. T'es suicidaire, là. Alors, moi, c'est fini. Ton permis est déchiré. Tu l'as perdu, puis pas mal plus longtemps que 7 à 10 jours, là. C'est terminé, là. Une nouvelle qui est tombée vraiment dans les dernières minutes, Audrey, et ça va intéresser les voyageurs. Ouais. Conflit de travail qui est de plus en plus possible chez WestJet. Il y a eu un avis de grève des agents de bord et le voilà que WestJet émet un avis de lockout ce matin. Exactement. Les agents de bord de la compagnie WestJet qui ont soumis cet avis de grève au cours de la nuit à leur employeur qui lui a rapidement répondu avec un avis de lockout. On prévoit donc des perturbations au cours des prochains jours. Ce sont 4700 agents de bord représentés par le syndicat canadien de la fonction publique qui ont mis leurs menaces à exécution parce qu'à la mi-juillet, ils avaient voté en faveur d'un mandat de grève pour accélérer la négociation de leur convention collective. On dit, malgré tout, là, les discussions vont quand même se poursuivre. Et là, on parle d'un préavis de 72 heures qui placerait donc le début de la grève à minuit dans les Rocheuses et 22 heures, heure du Québec. Et là, ce qu'on dit, évidemment, ça pourrait occasionner des retards, des annulations de vol et que les voyageurs, plutôt, seront remboursés ou réacheminés selon le cas. C'est ce qu'on prévoit, là. On a mis en place une politique de modification et d'annulation au cours des derniers jours. Puis au cœur du conflit, en tout cas, un des éléments, si je comprends bien, c'est toute la notion du travail payé. Oui. Ou pas. C'est-à-dire que, imaginez dans votre réalité, là, un agent de bord, là, tout le travail qui est fait avant le décollage de l'appareil
ne leur est pas rémunéré. Amenez ça dans votre quotidien, là. Je sais pas, moi, vous commencez votre journée à 9h. En théorie, dans le service que vous devez faire, mais votre employeur vous demande là, d'arriver avant, puis etc., puis de préparer certaines affaires. Mais ça, vous n'êtes pas payé pour ça. Là, tu dis, attends une minute, là, ça marche pas, c'est une vraie joke. Ben, dans l'industrie de l'aviation, c'est ça. Ça a été vrai, ça a été un enjeu aussi dans les autres compagnies aériennes. Là, c'est WestJet maintenant qui est frappé par ça. Moi, je dirais... Je vois pas pourquoi ils seraient pas payés pour le travail qu'ils font avant. Là, je veux dire. Et ça, c'était peu connu quand même avant que les agents de bord commencent à sortir, effectivement. Oui, non. Puis les agents et les agentes, parce que c'est beaucoup une profession féminine, elles ont bien fait de le dénoncer. Puis moi, je suis totalement contre ça. Tout travail mérite salaire. Là. Voyons. Tu leur demandes d'arriver, puis des fois, ça peut être long à l'aéroport un peu avant. Et puis, ils sont pas juste arrivés à l'aéroport. Ils travaillent, là. Ils prennent les passeports quand on arrive, tout ça, là. Ça, c'est du travail qu'ils font. Tant que l'avion est pas en vol, que les moteurs ne sont pas en fonction, ne sont pas payés. Quand il y a des délais aussi, des attentes, qu'on est pris sur le tarmac, tout ça aussi, là, c'est pas calculé. Et en plus, ils ont des heures limitées de travail par mois. Donc, ils peuvent pas se dire, hey, je suis pas payé là, mais je vais faire 50 heures. Tu sais, il y a des nombres limités pour voler. Fait que ça aussi, ça leur force souvent à avoir un deuxième emploi. Souvent, c'est des jeunes qui commencent. C'est très difficile. Pas des salaires à tout casser non plus. Non, ça c'est clair. Hey, on se souvient de Jean-Marc Robitaille? Oui. Ancien maire de Terrebonne. Bon, là, il revient dans l'actualité parce qu'il est peut-être pas au bout de ses peines, là, lui. Il en a peut-être pas fini avec la justice. Ben, l'ex-maire de Terrebonne, oui, et ses collaborateurs, ils ont échappé à leur procès criminel, mais ils n'en ont pas fini avec la justice parce que là, la ville de Terrebonne va pouvoir avoir accès à la preuve qui a été amassée par l'unité permanente anticorruption pour l'aider dans ses poursuites aux civils. C'est une victoire importante pour la ville. Ce qu'elle veut, c'est récupérer au final les fonds publics. La Cour supérieure lui permet d'accéder à 80 000 fichiers de l'UPAC qui vise l'ex-maire Jean-Marc Robitaille, d'anciens collaborateurs également. Cette preuve-là pourrait être utilisée donc dans ces poursuites. Et le procès criminel, on se rappelle, avait été annulé en 2021 pour toutes sortes de raisons. Et là, Terrebonne n'écarte pas non plus d'élargir ses recours après l'analyse des documents. Bon. Donc, on n'en a pas terminé. Mais la grande question de l'été, c'est... Il est où, Charles? On l'a trouvé, Charles. On l'a trouvé. Il a fait une annonce hier. Il a présenté ses engagements pour faire face aux États-Unis de Donald Trump dans un contexte de guerre tarifaire. Oui, le chef libéral qui estime que le Canada ne devrait pas, premièrement, riposter aux tarifs douaniers de 50%. Selon lui, imposer des contre-tarifs, ça risquerait d'alimenter l'escalade. Il mise plutôt sur un renforcement du marché. Selon lui, on parle beaucoup des produits américains, évidemment, sur les tablettes de la SAQ. Et sous son gouvernement, les produits demeureraient retirés. L'électricité aussi pourrait servir de levier de pression. Christine Fréchette a répondu que le plan manquait la cible en s'éloignant de l'autonomisme qu'elle considère comme étant un principe fondamental. Et le Parti québécois aussi a répondu par la négative au plan de Charles Milliard, donc plan qui a été pas mal critiqué hier. J'ai écouté son point de presse hier. Je dois vous avouer que j'ai pas été impressionné par la solidité du chef du Parti libéral qui se faisait un peu malmener par les journalistes. Là, je trouvais qu'il ambitionnait beaucoup sur lui, qu'il coupait souvent. Ça, je trouve que ça dénote un peu aussi... On manque d'expérience. Certaines lacunes au niveau de la communication. Là, quand tu te fais manger la laine sur le dos comme ça en point de presse là, par les journalistes qui te questionnent maintenant. Le plan qui a été présenté, essentiellement, c'est de pas riposter. C'est de se faire intimider dans le cours d'école, mais de pas répondre. Ça me fait penser, puis Isabelle, on a eu Mark Carney, là, qui s'est fait élire, lui, essentiellement, avec la posture suivante. Moi, je serai la personne qui va pouvoir vous défendre contre Donald. OK? C'était essentiellement, c'est ça. Souvenez-vous, rapportez-vous à la dernière campagne électorale fédérale. Là, on a évacué tout le reste des autres enjeux au pays. Il n'y a plus rien qui existait. Il y a juste Donald Trump. Là on parle souvent du Trump derangement syndrome. Oui. Honnêtement, ça, dans la dernière campagne électorale, c'était fascinant à quel point tout le monde était obsédé par ça, puis là, la peur, puis là, tous les autres enjeux, là, ça n'existait plus. Fait que là, on s'est dit, Mark Carney, il va se tenir debout, c'est un ancien banquier, il a un beau CV,
le flegme britannique, c'est lui qui a été gouverneur là-bas, là, de la banque. Fait que là, tu te dis, il va se tenir debout. Mais là, le problème, c'est qu'il arrête pas de faire des concessions et il vient d'en faire une autre face aux géants du web. Ça passe vraiment très mal au sein du milieu culturel. Ben, c'est que lui se dit en faveur de la culture québécoise. Sauf que après le recul de la taxe du service numérique, le recul aussi sur la contribution qui avait été demandée aux plateformes du CRTC, c'est maintenant l'abolition du fameux 5%, la taxe Netflix sur Netflix et les Amazon Prime de ce monde. Donc, terminé pour eux. Après une forte pression exercée par les États-Unis. C'est l'excuse qu'ils donnent. Donc, ça, c'est des pertes de 2 milliards de dollars qui auraient pu servir à la culture québécoise parce que ces géants-là ne paient absolument rien chez nous. On avait annoncé ça en grande pompe. On disait que ça allait être la solution puis qu'on allait se tenir debout. Finalement, en parallèle, ils annoncent un 600 millions de dollars pour le cinéma, la télévision. Mais si le gouvernement investit, c'est donc les contribuables qui paient. Donc, plutôt que ce soit les Américains, ça va être encore les bons petits Canadiens. L'Union des artistes, bien sûr, a réagi en disant que nos pires craintes se confirment. C'est comme ça qu'ils ont titré ça sur Instagram. Ils ont rappelé également la chronique qu'ils avaient fait dans la presse le 5 juin, chronique d'une disparition annoncée. Ils parlent carrément de siphonner l'écosystème culturel. Le ministre Mathieu Lacombe aussi, il parle de dire regrettable. Il y en a d'autres qui parlent de catastrophique. C'est les mots qui ont été utilisés. Il y a également Catherine Gentilcorps, députée de Terrebonne, qui s'est prononcée hier sur le sujet. Résultat des courses, ce sont les plateformes américaines qui dictent l'agenda. Ils payent presque rien et ils inondent nos plateformes de leur contenu américain. Pendant ce temps-là, nos créateurs ici en arrachent et on peine à voir nos contenus sur nos écrans. La souveraineté culturelle canadienne, là, c'est un mirage. La seule façon de défendre notre culture, c'est l'indépendance du Québec. Je n'en vois pas d'autre et il faut agir. L'autre bas blesse, c'est vraiment que quand on enlève ça puis qu'on décide d'apporter une espèce d'aide comme si on avait le cœur sur la main, au fait, c'est vraiment rire d'en face des Canadiens et Canadiennes. Tu sais, Mark Carney, on se souviendra, son slogan, là, c'était « Elbows up ». On lève les coudes. C'est un peu peut-être fatigué. Un hommage à Gordie Howe. Les coudes bas, un peu. Non, mais moi, j'ai un nouveau slogan pour Mark Carney. Là, c'est « On your knees ». Tu sais, on s'agenouille. On s'agenouille devant Donald Trump, parce que c'est ce qu'il fait. C'est la seule chose qu'il fait, là. C'est la seule chose qu'il fait depuis qu'il a été élu. Mettre un genou à terre. Mettre un genou à terre, faire des concessions. Tu sais, en négociation, là, le b.a.-ba de la négociation, là, c'est pourquoi tu céderais quelque chose si t'as rien en retour? Ben, présentement, c'est ce qu'on fait. On cède. On a cédé pour justement, la taxe sur les géants du web. Après ça, cette fois-ci, le pont Gordie Howe. Je vous rappelle qu'on l'a payé, ce pont-là, plus de 6 milliards. Ça fait pas sérieux. Et qu'on a donné, et qu'on va donner pour les 15 prochaines années, 50% des profits après déduction. Mais ils ont minimisé tout ça hier, d'ailleurs. C'est sûr qu'il va minimiser ça. Notre PDG, c'est sûr qu'il va minimiser ça. On a l'air d'une gang d'enfants d'une garderie. C'est comme vraiment, comment tu veux négocier après ça? Sur d'autres choses, sur d'autres enjeux? Ben, on a l'air d'une gang d'enfants. C'est ça. Qui se font intimider dans le cours d'école par le bully, puis on ne réplique pas. Je dis pas de répliquer à la manière de Doug Ford nécessairement, le gros gens comme devant, puis après ça d'arriver. C'est pas nécessairement. Soyons quand même intelligents, mais je vois pas pourquoi on ferait des concessions envers quelqu'un au début d'une négociation, puis les concessions viennent juste d'un bord. Moi, je trouve que ça nous place vraiment en position de faiblesse. Alors, c'est plus elbows up, c'est à genoux, un genou à terre. Bon, Canadien.